La notion de conversation de pair à pair, je pense que c'est vraiment la clé. Donc, j'aurais tendance à dire que c'est à l'intérieur du bureau comme à l'extérieur, puisqu'il s'agit d'empathie et d'altérité. C'est-à-dire que si on est dans une posture de défense de son modèle vis-à-vis de l'autre, de toute façon, on n'avancera pas. Donc, quelque part, ça commence déjà au bureau et ça s'élargit vers l'extérieur. Et je pense que l'innovation commence par là. Alors, bien sûr, après, il faut qu'elle s'incarne. Et tout un tas de projets doivent permettre de s'incarner. Il est hors de question de simplement disserter. Il faut créer, il faut être homo faber, entre guillemets. Et donc là, on pourra en discuter. Mais je pense que ce point-là de conversation de pair à pair est un élément essentiel. Un petit point sur la question de la RSE. Totalement complémentaire à la philanthropie. Pour nous, à Orange, la RSE, c'est assurer les conditions d'un business soutenable par l'écoute affermie de l'ensemble de nos parties prenantes. Parties prenantes au sens ONG, salariés, clients, etc. Cette dynamique-là est en elle-même porteuse d'innovation. Le projet Earth Talent est né il y a maintenant 6 ans au sein du groupe Bolloré. C'est un programme basé sur les réseaux sociaux qui avait volonté ou velléité à révéler la créativité des collaborateurs du groupe dans un but de développement local. On a commencé tout petit, avec très peu de moyens. Ça fait aussi partie des valeurs du groupe que de commencer petit et de voir s'il y a un vrai besoin et de voir comment est-ce qu'on peut faire avec peu de moyens. Si ça marche avec peu de moyens, on peut faire à plus grande échelle. Nous ne faisons et nous ne révélons que des projets de collaborateurs. Donc nous ne nous appuyons pas sur des ONG extérieures dans un premier temps. Nous cherchons d'abord à vérifier la pertinence de la problématique et de voir aussi quelle est la créativité du collaborateur en face. Donc c'est ces projets-là que nous soutenons. Et après, on appuie avec l'aide d'ONG locales. Le sujet sur lequel on avait initialement travaillé, c'est l'autonomisation des femmes. Alors, la raison de l'autonomisation des femmes, elle est multiple. La première, j'allais dire, c'est que c'est une problématique transversale à l'ensemble d'un bon nombre de pays où le groupe est implanté. La deuxième, c'est que les femmes sont un réel levier économique, surtout pour la zone Afrique, mais également en Asie et pas que. Donc ça, je pense que vous êtes tous au courant. Le troisième, c'est que l'autonomisation des femmes est un des objectifs du millénaire de l'ONU et qu'il nous paraissait intéressant de travailler sur la notion d'entrepreneuriat au féminin. L'entrepreneuriat étant, l'entrepreneurship étant quand même une des valeurs clés du groupe Bolloré. Il s'est avéré, lorsqu'on a proposé ce sujet-là, d'agir sur ce sujet-là, que c'était une problématique que la plupart de nos managers rencontrés, dans le sens où il s'avérait que la plupart des femmes qui travaillaient pour le groupe étaient parmi leurs meilleures collaboratrices. Donc, et en même temps, ces meilleures collaboratrices rencontraient des problématiques dues à des sociétés dans lesquelles elles vivaient qui subissaient un certain nombre de problèmes. Je ne veux pas rentrer dans le détail des pays, je ne veux pas faire d'ingérence, et justement, c'est bien pour ça qu'Earth Talent existe. C'était pour donner la parole à ces personnes-là qui vivent dans leur quotidien et dans leur culture et qui ont des problèmes que nous, avec notre regard occidentaux, on va se permettre de juger d'une certaine manière. Eux seuls peuvent dire que c'est un problème et qu'ils ont envie de le résoudre. C'est vrai qu'au départ, comme je disais, on a commencé sur 3 pays d'Afrique. Maintenant, on est présent dans une vingtaine de pays, donc sur les 3 continents, Amérique latine, Afrique et Asie, parce qu'on a réussi à déployer. L'innovation sociale, puisqu'on parle d'innovation sociale, part certainement de l'idée de chacun d'entre nous d'être confronté ou de travailler pour une certaine forme de justice qui est la nôtre, ou celle sur laquelle on a envie de se positionner. Je dirais qu'avec le temps, c'est pas tellement l'idée de la justice qui est importante, c'est de trouver une certaine justesse, ne serait-ce que par rapport à soi-même et par rapport à ce qu'on a envie de mettre en œuvre. Le mot de la justesse, c'est presque aussi important que le mot de la justice pour moi. Pour ma part, j'ai repris mes classiques, c'est-à-dire que j'ai fait une expérimentation terrain, comme j'ai dit tout à l'heure, on a fait des pilotes, c'est-à-dire que d'une idée, on est parti de créer le réseau social, on a finalisé avec quelques ambassadeurs locaux situés en Afrique pour voir comment ça marchait, puis on a construit avec eux, puis on a vu déjà si ça prenait forme, et puis à partir de ce pilote, on développe et on passe en mode un peu plus large, voilà. Très, très rapidement. Et donc, il y a un processus d'évaluation pour bien voir que le projet avance. Voilà. Merci Dorothée. Pour moi, il y a 3 axes. Le premier, il consiste à se confronter, à comprendre la différence. On parlait tout à l'heure d'intelligence collective, ça passe par la confrontation.
Donc là, concrètement, on essaie d'initier tout un tas de projets qui permettent cette confrontation. Alors, je vais en citer un qui m'est cher, puisque je le porte particulièrement, qui s'appelle le Digital Society Forum, qui consiste à créer une plateforme de dialogue et d'échange autour des impacts sociétaux liés aux nouvelles technologies, et ne pas rester cantonné au monde de l'Internet, mais créer ensuite, via nos partenaires les cantines, des ateliers de réflexion et d'échange avec tout un tas de personnes pour les aider à s'acculturer face à ce monde numérique. Non, c'est le réseau des cantines, c'est le lieu à la fois de coworking et à la fois d'innovation. Mais c'est également tout ce qu'on a fait au niveau du dialogue des parties prenantes. C'est-à-dire qu'on a monté vraiment des processus dans les pays. Je vous rappelle qu'on est présent dans 32 pays, qu'aujourd'hui on représente à peu près 170 000 personnes, et que rien que ça, c'est une force. Cette multiplicité, cette multiculturalité est une force. Donc dans chaque pays, on essaie de monter vraiment des dialogues par parties prenantes, internes et externes, afin de coller au plus proche des réalités sociales, sociétales, et d'essayer d'en tirer des actions concrètes, que ce soit des offres ou des offres indirectes. Le deuxième point qui me paraît vraiment important, il concerne nos salariés. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a cette compréhension de ces nouveaux modèles, qu'on s'est confronté, qu'on voit qu'il y a des différences, mais il y a des rapprochements, il faut essayer de travailler avec ceux qui sont porteurs de ces nouveaux modèles. Il est important à la fois d'intégrer et de valoriser l'expression de nos salariés. Donc là-dessus, on pourra en parler. On a des dispositifs qui ont été mis en place, qui fonctionnent plutôt pas mal et qui permettent de sortir des innovations. Par exemple, pour reprendre l'exemple de la Livebox, la Livebox Pro, c'est grâce aux collaborateurs de France Télécom qu'on a pu trouver des solutions pour l'améliorer. Donc ce n'est pas descendu d'en haut, ça a été vraiment du bottom-up. Et donc là, on est vraiment dans cette logique d'intelligence collective. On a mis en place un réseau qui s'appelle Plaza. Ce réseau, aujourd'hui, correspond à 38 000 personnes qui échangent pour créer du lien social multiculturel. Il y a 62 pays qui sont représentés dans ces échanges. Et il y a 1200 groupes de travail qui sont mis en parallèle pour essayer de sortir des questionnements, des actions, des projets. Enfin, le troisième axe, c'est le soutien aux initiatives individuelles. Et là, c'est pareil, floraison de possibilités, du mécénat de compétences, en passant par les SEMAG, jusqu'à l'accompagnement à d'autres acteurs qui sont porteurs de projets, et nous prenons un rôle d'accompagnateur de ces projets par nos compétences et par nos technologies. C'est un élément qui favorise cette innovation. Ces trois facteurs qui, à mon avis, manquent le plus dans la façon dont les organisations approchent l'innovation, ce sont les lieux dans lesquels on travaille, les gens avec qui on travaille, et puis l'attention qu'on porte à ce travail intérieur de mise à l'écoute de ces ressources créatives qu'on a, que moi j'appelle l'intuition profonde, on peut avoir d'autres mots, mais voilà, cette source de créativité, d'innovation incroyable qu'on a tous, et que dans l'agitation quotidienne et quand on est dans le guidon, qu'on n'a pas souvent l'occasion d'entendre. Cette recherche de sens, elle est incroyablement forte chez beaucoup de cadres qui, d'ailleurs, on ne parle pas forcément parce que souvent l'agitation et la masse de travail est telle qu'on n'a pas forcément l'occasion de la ressentir, mais je me suis dit c'est pas possible. Il y a tellement de gens qui ont du talent, du drive, des capacités incroyables et qui sont en manque de sens, et en même temps leur organisation fait pas grand-chose. Alors, heureusement, il y a des exceptions, mais globalement, parmi 100 personnes que je rencontrais comme ça, il y en avait très très peu qui me disaient « mon organisation répond en ce moment à ma demande de sens, à ma recherche de sens ». J'adorerais avoir 100% de collaborateurs qui ont envie de mettre du sens, simplement c'est pas la vérité. On va être quelques-uns, et là, c'est intéressant. C'est ceux-là qu'il faut aller chercher, c'est ces 3-4 qui ont envie de faire bouger les choses, et on va aller proposer aux salariés, par un autre moyen, un autre système, l'envie de s'ouvrir à ce qui peut apporter du sens. Je me souviens plus qui disait il est très difficile de remettre en question ce qui vous a fait roi. Donc, du coup, on est face à des structures qui sont des structures quand même lourdes et qui ont des habitudes culturelles de façon de travailler, etc. Amener ce changement progressivement, il faut juste être patient, convaincant, dépasser la question du court terme versus le long terme. Donc tout ça prend du temps. Donc bien sûr qu'il y a plein de frictions, d'effets de frottement, faire en sorte que des incubateurs que l'on met en place, par exemple au Sénégal, qu'on laisse ces startups exister sans être absorbées
ensuite par l'opérateur sur place, ce sont des changements culturels. On n'est plus sur le faire ou acheter, on est sur l'enabling, le fait d'aider d'autres à créer. Donc tout ça, c'est de la transformation culturelle. Si je dois en retenir deux, la première, c'est vraiment lié à l'entreprise, c'est-à-dire de dépasser le cadre de la pure conviction et de la pure envie de donner du sens pour rentrer dans une création de valeur. Ce qu'on attend de vous, moi je me souviens, j'ai présenté ce projet, il y en a qui ont été très polis, qui m'ont dit bon, c'est très très sympa, on va faire quelque chose de bien, et puis il y en a un, j'ai senti, il disait rien, il me regardait avec des grands yeux, puis il faisait partie du top management. Alors, je lui ai dit, allez, vas-y, je sens que t'es poli parce que le big boss a dit que c'était bien, mais vas-y, dis-moi la vérité, fais écoute Dorothée, je vois pas la valeur ajoutée. Voilà. Et en fait, il a tout dit, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, comment moi, avec mes équipes, je vais pouvoir vendre ton projet qui certes est merveilleux, mais globalement, comment je fais bosser tout le monde là-dessus? Parce que c'est ça la logique aussi de l'entreprise. Qu'est-ce que ça lui apporte au final? Elle a le droit de se poser la question et tous les managers ont le droit de se poser la question. Donc le plus grand défi a été de se demander comment est-ce qu'on pouvait valoriser cette valeur-là de manière extra-financière. Comment est-ce qu'on valorise des projets qui sont porteurs de sens et comment est-ce qu'on va rentrer dans des calculs, dans des indicateurs. Et là toute la question et on est en train de travailler dessus. Donc on n'a pas encore fini, on ne peut pas encore répondre à cette question, mais il va falloir le faire. On est obligé de rendre des comptes. Et ça, pour moi, c'est du management de l'innovation. L'innovation, c'est bien, mais il faut vraiment que ça apporte une richesse à l'entreprise. Donc ça, c'est le premier point. Et puis après, j'allais dire, j'ai eu un frein qui est un peu plus personnel. C'est que effectivement, on est convaincu, on y va, on pousse, je vais dire, un peu l'ego, et puis on se rend compte que pour entraîner les autres, il faut dépasser tout ça. Et il y a besoin d'un recentrage, comme l'a dit Sébastien. Donc là, on peut rentrer dans une période dite traversée du désert, hein, c'est-à-dire que on se bat contre quelque chose et après il va falloir être pour quelque chose. Donc il y a une période qui est intéressante personnellement, mais où on peut perdre le fil de son projet. Et c'est vrai qu'il a fallu dépasser ce cadre de l'incarnation. Je crois qu'il y a un moment donné où j'ai pu incarner un peu trop le projet. Je pense peut-être, Olivier, toi toi aussi, tu as incarné Danone Communities pendant pas mal de temps, donc tu dois comprendre ce que je veux dire. Et donc ça, il faut lâcher parce que ça doit devenir le projet de l'ensemble des collaborateurs. En tout cas, par rapport au projet que je menais moi, c'était vraiment l'ensemble des collaborateurs. Je n'étais pas toute seule, sinon j'aurais rien pu faire. Donc ça, il fallait pas que les gens aient l'impression de travailler pour Dorothée, mais vraiment pour le projet en lui-même. Donc il faut lâcher prise. Sur la co-création, en fait, je pense que dans l'entreprise, c'est important de s'ouvrir, enfin sur nos sujets du moins, aussi aux ONG, aux acteurs de l'innovation sociale, donc aux entrepreneurs sociaux dont c'est le métier, aussi pour venir appuyer cette vision qu'on perçoit dans l'entreprise. On sait que c'est une vision de long terme, on sait que c'est comme ça que l'entreprise va évoluer, mais on a besoin aussi d'acteurs extérieurs pour venir appuyer notre message et pour pouvoir construire les programmes qui marcheront demain. Il y a deux cas en fait. Il y a le cas où l'innovation qui sort et qui existe, je vais vous donner un exemple, les community phones, c'est-à-dire des endroits reculés où l'on place des lieux de distribution téléphonique en Afrique, sont des projets qui par essence respectent les conditions, entre guillemets, de rentabilité d'un groupe comme Orange. Donc ces projets à finalité, qui sont des finalités sociales, parce que ça permet à des femmes de prendre appui, de développer une activité, ça lance toute une logique, entre guillemets, d'ouverture au monde sur le village en question. Donc ces projets-là, ils ont leur finalité, ils fonctionnent, il n'y a pas de problème. Quand on fait de l'incubation à Dakar, c'est pareil, les produits, enfin les services qui sortent, etc., sont viables par essence. La question qui se pose, et celle de la question de l'impact, elle est sur ceux qui sont à la limite. C'est-à-dire ce sont des projets qui auront certainement une autonomie à moyen terme, mais qui, par rapport aux critères d'évaluation traditionnels des comités d'investissement, ne passent pas forcément les fourches codines. Et donc là-dessus, cette question de l'évaluation d'impact des externalités devient importante, parce que c'est ce qui peut faire passer le projet, alors que sinon il aurait été rejeté. Est-ce que précisément travailler avec des experts historiques du développement, ONG ou organisations publiques, vous a aidé dans la construction de ces indicateurs? Est-ce que sur la mesure de l'impact et sur avoir conscience des externalités Ce qu'ils apportent, c'est leur réalité. Et cette réalité, elle est vraiment très importante à prendre en compte dans notre direction.
Par ailleurs, il nous apporte aussi une connaissance plurielle des territoires sur lesquels on intervient. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel. Disons que sur la création des indicateurs, comme l'a dit Thierry, on en est quand même vraiment au même stade. C'est-à-dire que l'ONG va nous apporter aussi son principe de réalité. Alors nous, c'est un principe d'aide, parce que le principe de réalité remonte déjà par les collaborateurs eux-mêmes. Mais il n'empêche qu'ils n'auront jamais la grille complètement idoine et parfaite pour les besoins de l'entreprise. Donc de toute façon, on est quand même, on en a parlé tout à l'heure, obligé de se concerter entre entreprises pour pouvoir trouver les indicateurs qui conviennent, parce que sinon on reste sur un certain type de dialogue ou de monologue. Ouais, les accords féconds. Valoriser les désaccords féconds. Je voulais simplement rebondir sur la question de l'analyse d'impact. On se cherche tous, il ne faut pas se mentir. Et aujourd'hui, c'est un des éléments clés. Je sais que chez Danone, par exemple, vous avez travaillé avec énormément d'universités sur cette question de l'analyse d'impact. Aujourd'hui, il y a multiméthodes qui prêtent tout à discussion, etc. Je pense qu'on a vraiment quand même à travailler là-dessus, sur tous les effets d'externalité qu'engendre notre activité. Parce que tant qu'on reste fermé sur notre modèle à nous, on a du mal à passer. Quand on montre l'emploi indirect créé, quand on montre les effets santé qui vont amener une baisse des coûts sociaux, etc., là, pour le coup, on peut commencer à avancer. Est-ce que vous avez pensé mettre des indicateurs de performance sociale ou d'innovation dans l'évaluation de vos collaborateurs ou de vos dirigeants ? Alors aujourd'hui, on a un baromètre, on a un contrat social. Je veux dire, on a subi une crise en 2009 qui a été terrible, qui a amené à reconsidérer complètement la relation qu'on pouvait avoir en interne. Et de fait, on a mis deux choses en place. La première, c'est une indexation de la part variable des dirigeants sur la question de l'efficacité sociale. Je pense qu'il y a peu de groupes qui le font. Et la deuxième chose, c'est de suivre cet indicateur de performance sociale par le suivi d'un baromètre, qui est un baromètre avec tous les critères qu'il faut en termes de représentativité, pour voir si effectivement, sur tout un tas de critères, il y en a 40 en l'occurrence, on voyait une amélioration de la question de la relation sociale au sein de l'entreprise. Pour traiter ces problèmes qui sont d'une très grande complexité, qui ont aussi besoin d'aller s'imprégner très proche du terrain et des bénéficiaires ou des utilisateurs finaux, on n'est pas forcément outillés, nous, tout seuls, pour le faire, que ce soit pour la génération d'idées, pour leur déploiement et la proximité du terrain, comme je le disais. Et donc, un ensemble d'acteurs, que ce soit des ONG, des entrepreneurs sociaux, sont aussi des bons vecteurs pour travailler avec nous. Et donc, on est vraiment dans cette démarche d'innovation ouverte. Après, il faut en trouver le bon cadre. Et puis, ça peut poser aussi la question de savoir qui est propriétaire de quoi.